Bonjour Perrine, Bonjour Gaëlle. je suis ravi d'être à Lyon aujourd'hui pour échanger avec toi et plonger dans l'aventure de ICO. Deux mots qui en annoncent un petit peu le programme. Avant de plonger, avant de comprendre un petit peu tout ce qui t'a mené à cette aventure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Donc Perrine Lotte. Comment je me définis en ce moment? Je me définis comme une contributrice, une éveilleuse des possibles, une actrice des possibles et une entrepreneur enthousiaste, passionnée, engagée, une maman, une conjointe. Voilà, enfin, plusieurs casquettes quoi. Génial. Et est-ce que tu imaginais, enfant, adolescente, entreprendre? Je pense que ça m'a toujours un peu titillé de par mon caractère quand je relis un peu le parcours de mon enfance et ce que mes parents disaient de moi. Ils disaient que j'étais plutôt leaduse, à toujours proposer des trucs, à mener des projets de fond. Après, enfin voilà, je pense qu'on en rediscutera après, mais l'entrepreneuriat, c'est pas forcément un statut et c'est surtout pour moi un état d'esprit, une posture. Donc, à mon sens, je le suis depuis toute petite. Et ouais, je pense que ouais, c'est surtout ça qui ressort là comme ça. Après, dans mes rêves d'enfant, moi j'étais dans l'idée de faire cosmonaute ou chanteuse. Et mine de rien, je pense que si on fait un peu la symbolique, Cosmonaute un peu? ouais, cosmonaute, Les ouais. étoiles. Bah ouais, mais en fait, du coup, je pense que c'est le côté aventurier, aventure humaine, aventurier, exploratrice, avec un côté un peu idéaliste. Et à la fois, bah, les cosmonautes, c'est des personnes qui sont hyper préparées, enfin qui structurent vachement leurs expéditions, quoi. Donc, je pense que c'est ces deux côtés-là qui me caractérisent. Et chanteuse, après c'est plus une question de petit kiff perso, mais d'une certaine manière j'essaie de mettre en musique ou d'être une. J'aime pas trop le mot chef d'orchestre, mais en tout cas dans l'idée d'essayer de. Proposer une voix aussi, un message. Waouh, ouais, je l'avais pas vu comme ça, la voix VOI ou VOIX, exact, ouais. Et donc tu as fait quoi comme étude? Je me suis toujours cherchée en fait, donc après la terminale, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, si ce n'est quand même peut-être orienté psycho, philo, mais que mes parents m'ont dit que non, c'était trop bouché et qu'il fallait plutôt suivre une voie généraliste. Bon, j'ai eu la chance enfin la chance, en tout cas l'opportunité d'aller en école de commerce. Et il se trouve que cette école de commerce était quand même câblée entrepreneuriat. Ouais. Donc ce n'est pas non plus un hasard. Et puis bah j'ai fait une spécialisation de marketing parce que mine de rien tout ce qui est un peu communication ça me plaisait bien et j'ai voulu doubler ce cursus avec après une orientation commerciale pour comprendre des deux côtés comment ça se passait. Ok. Voilà. Et ça t'a plu? Qu'est-ce que tu en retires maintenant? Ouais, en fait, mine de rien, dans mon quotidien, c'est clairement des aspects, des actions, des tâches que je réalise au quotidien, du marketing, de la com, du commerce. Moi, ça m'a permis d'avoir aussi après une expérience en entreprise où, en fait, je me suis façonnée aussi avec ces expertises et à la fois ça m'a amené sur d'autres expertises en entreprise qui sont plutôt la gestion de projet, la coordination. Et du coup, oui, enfin, je regrette pas mon cursus, si ce n'est que j'aurais bien aimé quand même aller sur la voie philo-psycho, mais d'une certaine manière, je l'ai retrouvée dans mon métier actuellement, donc bon, voilà. Tout est possible et les redirections, les réalignements. Ah bah oui, heureusement. Et puis on a toute une vie pour tout explorer. Donc. Et du coup, tu trouves quel job à la sortie? À la fin de mes études
il se trouve que donc j'ai commencé par une alternance en marketing événementiel. C'est la base, alternance. C'est chouette. Bah ouais, enfin c'est vrai que je trouve que c'était vraiment super parce que ça me permettait vraiment de croiser la théorie et la pratique. Donc dans une entreprise, alors j'avoue pas non plus ce que j'aurais sélectionné au départ, mais voilà, c'est une structure qui est venue me chercher, informatique, une grosse boîte à Paris. Et puis l'alternance s'est transformée en CDD, puis CDI dans plusieurs différents services et puis je relisais, c'est marrant ces derniers jours en faisant du tri parce que je vais déménager. Je relisais un peu voilà mes réflexions ou en tout cas que j'avais fait déjà des points de suivi avec l'APEC ou des structures. Hey, je me questionne, quête de sens, transition pro, transition écologique. Et je relisais mais je m'ennuie dans mon poste, l'environnement, l'écosystème, ça me va pas. Et puis en même temps, je me sentais quand même assez sous le regard des autres, sur le il faut que, et puis le salaire, et puis le regard social. Et en même temps, il y a un moment donné où justement, avant de déménager à Lyon, donc en 2014, ma chef, enfin, mon boss m'avait... mais j'aime pas dire ça en plus, pourquoi je dis ça? Ma manager. Ouais, plus tard, ouais. Oui, mais c'est ça, mais enfin, j'aime pas ce concept de chef, mais bon, en même temps, après, c'est des mots, quoi. Mais m'a confié en fait les rênes d'un projet transverse et moi j'avais 25 ans et en fait ça a été une opportunité énorme en fait pour moi de me révéler vraiment dans cette mission de coordination, chef d'orchestre. Tu vois, je dis chef parce que bon, c'est quand même le terme. Mais multicasquette. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à créer du lien et à être dans l'organisation et fédérer les équipes qui en fait ont aucun hiérarchique avec moi et moi petite nana de 25 ans. Et du coup, ce qui fait que j'ai déménagé à Lyon après cette expérience et je voulais me réorienter sur le secteur à impact, engagement, mais en même temps, tout le monde me disait mais tu connais personne à Lyon, reste sur tes acquis et donc la sécurité, le confort. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de rester dans le secteur informatique, mais dans une autre structure. Et au final, c'était très bien parce que ça m'a amené là où j'en suis maintenant. Et quel a été du coup le déclic? Est-ce qu'à un moment il y a eu une overdose d'informatique. En fait, je pense que c'est pas forcément le secteur d'activité parce que, enfin, typiquement, on peut avoir de l'impact au contraire, dans l'informatique, il y a le numérique responsable, enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis, on peut être très attiré par ce domaine-là, ce qui n'était pas spécialement mon cas. C'est juste que je pense, je suis arrivée dans un environnement, un écosystème qui était un peu pas le mien, je vais pas dire toxique, enfin si, à un moment donné c'est devenu toxique, j'ai eu du mal à faire ma place et en parallèle forcément il y a le côté personnel qui rentre en jeu, c'est que de toute façon après moi j'ai toujours eu une sensibilité ou en tout cas une éducation déjà sur le respect de la terre, des autres, etc. Et puis de plus en plus à m'intéresser à l'écologie, à voir que le monde ne tournait pas rond, à être vachement dans le zéro déchet, à vraiment commencer à avoir des pratiques, un mode de vie un mode de vie personnel qui se retrouvait mais absolument pas dans mon environnement professionnel. Et à un moment donné, je me suis dit, waouh, dissonance cognitive, qu'est-ce que je fais dans cette boîte à vendre des logiciels de gestion pour les coiffeurs et les instituts de beauté, quelle est mon utilité, mon impact, et puis même, enfin, l'environnement était tellement, hiérarchiquement, au niveau des collègues, enfin, je m'y retrouvais pas. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, en fait, quitte ou double, j'ai rien à perdre. Je me suis lancée un peu dans la recherche de, finalement, est-ce qu'on peut faire bouger les lignes dans sa boîte? Donc, j'étais quand même dans une boîte de 15 000 collaborateurs.
bien ancrée à Lyon, une agence toutes les 30 km à... je me suis fait le topo de mon ancienne boîte. En France. Et je me suis dit, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui existe en RSE, c'est dingue. Et puis au niveau de mon service, de mon entité, les gens se parlent pas. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient être intéressées par justement se mobiliser sur des initiatives écologiques au bureau. Et en fait, on est tous un peu organisés en silo, bref. Et du coup, j'ai commencé à tomber sur Corporate for Change, donc une branche de Ticket for Change, que tu en connaître. Mathieu Dardeillon. Ouais, mais du coup, alors... Enfin, pour Ticket for Change. C'est ça. Et en fait, à l'époque, il y avait un programme qui démarrait du coup d'accompagnement sur l'entrepreneuriat. Et je suis tombée pile dans le moment où il fallait candidater, donc trop motivée. Je me dis mais c'est ça y est, j'ai trouvé la voie. Bon. J'y vais. Et en fait, eux, ils étaient super chauds, et sauf que ma boîte pas la non. boîte. Donc du coup, ça l'a pas fait. Je me dis bon, ok. Et la deuxième étape, c'est que j'ai laissé passer quelques mois, et puis je voyais bien que patauger. Ça n'allait pas. Je rentrais chez moi, je pleurais, j'étais pas bien. Enfin, et je me suis dit ok, dernière cartouche, je vais creuser et voir côté RSE si on peut pas faire quelque chose. Parce que là, forcément... est-ce que tu commences à mettre des mots? C'est pas le burn-out, c'est le burn-out là, non? C'est le bore-out. Le bore, c'est l'ennui. Ouais. C'est l'ennui. Ouais. C'est en gros d'arriver dans son boulot pas bien, la boule au ventre, d'être un peu en mode automatique et de perdre confiance en soi progressivement, mais c'est ce que vivent plein de gens, enfin en tout cas nous, dans les personnes qu'on accompagne, c'est soit burn-out, soit bore-out, soit souffrance au travail, mais en tout cas on est dans un monde du travail qui produit ça aussi, quoi. Mais c'est le fait de plus se reconnaître dans ses missions, de plus en vouloir en faire grand chose, et puis peut-être aussi d'être un peu écarté à un moment donné. Enfin moi j'ai un peu ça aussi. Et du coup, pour reprendre... Et du coup, comment tu te sors de cet engrenage? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien compris que mon entreprise voulait pas se positionner sur la RSE plus que le rapport légal. Donc, en fait, on s'est mis en accord avec mon manager de l'époque sur une rupture co. Et là, c'est le grand bain quand même. Ouais, mais j'étais partie en... Ça te faisait pas peur et tu préférais ne plus rien avoir le champ libre, respirer, plutôt que de partir en ayant déjà quelque chose sous la main, quoi. En fait, j'étais paumée. Donc il te fallait cette respiration. C'est que j'étais paumée, mais je m'étais dit quand même, j'avais réussi à négocier de partir avec une petite enveloppe pour faire une formation dans le développement durable. Mais oui, du coup, ça ne veut rien dire dit comme ça, mais en tout cas, j'avais un peu cette perspective-là, je trouvais ça sympa. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était tellement large, pas précis, que grosse pommitude. Et donc je me suis retrouvée en janvier à être devant une feuille blanche et à surkiffer en fait, parce que comme beaucoup tous les champs sont possibles. Ouais, c'est ça, comme beaucoup de personnes, beaucoup, en tout cas, encore une fois, ceux que je côtoie au quotidien, mais il y a pas mal de gens qui s'autorisent en fait ce vide fertile, alors c'est une vraie chance, franchement, et tout le monde n'a pas cette chance-là, et je pense qu'il faut qu'elle soit cadrée à minima, cette chance, parce que c'est pas vite après tourner en compliqué de se retrouver dans un rythme, dans une clarté de où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, de mon côté, ça a été génial, parce que j'ai pu... génial. Je l'enjolive un peu, parce que j'ai vécu les gros bas aussi, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas où je vais. Ça a duré 9 mois, et du coup je me suis investie dans plein d'assos. Je suis partie en voyage aux Philippines dans une structure, je m'étais trouvé une mission de marketing, et j'ai visité ce qu'on appelle la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social à Manille. Combien de temps t'es partie? 2 mois. 2 mois. Et j'ai exploré en fait, et je suis revenue paumée. Du coup je me suis dit en fait faut que j'en fasse quelque chose là. Et puis ça t'a nourri de nouveau, ça t'a alimenté. Même si tu
tu voyais peut-être pas plus clair dans toute la carte. Au moins, il y avait une nouvelle carte. Ouais. Un nouveau programme qui était possible, peut-être. Ben, c'était pas hyper clair sur la suite. Par contre, moi, ce que je voyais, c'est que je m'éclatais dans la rencontre avec les autres, dans la découverte de l'écosystème à impact, de l'ESS, ouais, je me découvrais des nouvelles appétences et bon, ça faisait limite trop, quoi, parce que je m'éparpillais à fond, mais j'étais hyper active, en fait. Et limite, en fait, Limite mon trop. conjoint me disait, mais t'as fait plus de trucs que moi dans la journée, t'as trop de trucs à me raconter, alors que moi, bah, j'étais devant mon tableau Excel toute la journée. Oui, bah. Donc, ouais, c'était une super période. Et comment, du coup, au bout de 9 mois, sur cette page blanche qui avait eu moult projets, tests, voyages, comment tu arrives, du coup, au début de ICO? Bah, pas tout de suite. Pas tout de suite? C'est pas au bout de 9 mois que ICO a popé. En fait, c'est au bout de 9 mois que je me suis dit, enfin, non, ça, c'est pas au bout de 9 mois, mais en tout cas, petit à petit, je me suis dit, ok, j'ai besoin d'aide pour me faire accompagner, je suis paumée. Je me suis fait accompagner par plusieurs structures, dont l'APEC. C'était super. Et à la fois, je ne trouvais pas de structure qui pouvait m'aider à me questionner aussi bien sur ce qui avait du sens pour moi, mais aussi pour le monde. Comment justement je pouvais trouver ma place d'actrice de changement à mon échelle, tout en combinant cette réflexion avec le future of work, enfin voilà, le monde du travail en pleine transformation et tout c'est possible. Et c'est beaucoup de paramètres, mais de façon collective et expérientielle. Parce que j'ai eu la chance de participer à des stages, des séminaires, des ateliers en collectif et je voyais bien la puissance que ça avait dans ma réflexion. Une dynamique, une inspiration, une stimulation. Un feedback immédiat. Exactement. Ouais. Et puis le côté expérientiel parce que moi j'en suis une profonde convaincue et c'est encore une fois j'aime bien dire que le mot ésotérique n'est pas en lien avec l'expérientiel forcément, qu'on peut être dans l'expérientiel tout en étant sur comment on développe nos différents types d'intelligence intellectuelle, corporelle, émotionnelle, mais c'est surtout comment on va chercher dans nos tripes et autrement que un peu ce qu'on nous a câblé, préparamétré. Ouais, c'est ça, d'être hyper dans le cérébral, et ce qui est bien d'une certaine manière, on peut pas faire que l'émotionnel. Il faut les trois. Et donc voilà, je me suis pas retrouvée je me disais c'est fou en fait, il me manque quelque chose dans la cartographie de l'accompagnement. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Et du coup, bon, je me suis dit c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il faut le créer, hein, c'est pas faut chacun besoin. Donc bon, je regardais un peu ce qui existait. Souvent c'est un bon début pour entreprendre. Il y a beaucoup de mais de si personnes. tu réponds que à ton besoin. C'est déjà un début, et après il faut voir si tu n'es pas isolé. C'est ça, voilà, parce que tout le monde a des besoins. Après, est-ce que tu peux après en créer un modèle économique, c'est une autre question. Donc voilà. Et à partir de cette réflexion, j'ai commencé à regarder. Je dis que ça n'existe pas, mais à Lyon, peut-être que ça existe ailleurs. Et là, je tombe sur une structure qui était pas orientée impact, mais qui dépoussiérait le bilan de compétences en mettant un peu d'expérientiel et du collectif. Et là, je me dis, mais c'est bon, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire. Du coup, c'est pour ça que je te disais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas un stade, c'est vraiment cette posture, cet état d'esprit que j'ai pu avoir dans mon poste salarié avant, et que ça se trouve, dans 5 ans, je serai salarié ailleurs. Je me vois pas quitter le navire du tout de ICO, mais en tout cas, ouais, je me suis dit, il faut monter une antenne à Lyon de ce programme. Et donc... Ah oui, d'accord, tu te voyais encore... essaimer, en fait. Ouais. Essaimeuse, pas forcément entrepreneur en statut. Pas être totalement indépendante, ouais. créer une structure de zéro, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'était pas une fin en soi. Ok. Je suis toujours partie du principe que ça sert à rien de réinventer la poudre, en fait. Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne et qui marche bien,
bon, autant. Mais donc développer. apparemment, ça n'a pas marché de monter Il se trouve que l'antenne non. à Lyon. Il se trouve que non, pour plein de raisons, et entre autres que la dimension impact n'était pas du tout dans le Dans les tuyaux, les tuyaux, les valeurs, le programme. les quoi. valeurs, ouais, et le programme. Et pour moi, c'était un peu la raison, la la base en fait de vraiment ce que je voulais initier, impulser. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ça et j'ai intégré un pré-incubateur, enfin ce qu'on appelle un pré-incubateur pour un peu clarifier. Est-ce que je veux vraiment monter un projet entrepreneurial? Parce que pour moi, je me disais, bon, ok, si je me lance, quoi. Oui. Sachant que j'ai mon frère qui est entrepreneur social et du coup, je voyais aussi à son démarrage, les difficultés qu'il avait eues pour se payer, c'est, ouais. Dans quelle partie ton frère, du coup? Sur l'engagement citoyen à l'époque. Mais voilà, sur l'empowerment des personnes, sur la dimension aussi écologique, quoi. Au hasard. Et après dans les entreprises, donc c'est quand même assez drôle. Des ponts, ouais. Et puis donc j'ai fait ce pré-incubateur de 3 mois et je me suis dit ok, en fait je peux pas ne pas le faire, j'y vais. Puis j'avais pu faire des enquêtes terrain pour me rendre compte que j'étais pas la seule, surtout. Ça c'est important. Et go. Et du coup j'ai commencé par m'entourer d'une coach pour concevoir le programme. Parce que l'idée c'est quand même pas que moi je le fasse toute seule et avec certaines compétences et expertise parce que j'avais fait plein de trucs pendant les derniers mois, mais en tout cas j'ai besoin de professionnaliser quand même l'approche. La pédagogie, tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup on a démarré comme ça en mode un peu comme tous les entrepreneurs dans le salon ou avec des et donc là on en est là on est où dans la durée, dans le ça timing? c'était le 10 janvier 2018 plus précisément le démarrage pile. Et ICO, pourquoi ce nom? Alors en plus drôle parce que dans ce pré-incubateur il a fallu que je trouve un nom parce qu'il y avait une soirée de clôture du programme et en fait j'avais une soirée de brainstorm et il fallait que je trouve quoi. Du coup j'ai fait le brainstorm avec mon conjoint. Je me souviens on était avec tous nos post-it et forcément tu te poses la question qu'est-ce que tu veux véhiculer comme image, valeur, énergie, qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent. Et donc, on a abouti à ça. Alors, je t'avoue que des fois, je me dis, c'est pas le nom le plus pertinent pour que les gens nous retrouvent ou nous reconnaissent ou se souviennent de nous parce que ICO parfois tu vois le I, le C et le O, mais non c'est un H, c'est H comme hisser les voiles et O comme prendre de la hauteur. Et du coup j'ai toujours besoin de montrer, soit sur un salon je montre le logo, soit je le dis parce que quand tu le dis à l'écrit oui c'est ça, mais en même temps c'est bien représentatif. Alors, une fois que tu le vois, du coup, c'est là où ça fait sens. En tout cas, de mon point de vue, c'est l'idée d'avoir une symbolique autour de hisser les voiles. Donc, c'est d'une certaine manière une aventure. T'es dans l'action. Et un bateau, c'est vrai que moi, j'avais plutôt la vision collective du bateau. Haut, c'est prendre de la hauteur. Mais en fait, le premier logo, il y avait une échelle sur les H et donc c'était aussi de se dire chacun à son échelle en fait. Okay. Et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément la dimension impact dedans non plus. On peut pas tout mettre. Ouais c'est ça, c'est que du coup bon voilà. Mais non mais c'est vrai que là je me fais la flexion. Bon. Et donc voilà, ICO est né comme ça. Et moi, ce que je remarque, c'est que tu crées une offre, une activité qui te permet de sortir d'un état dans lequel, en fait, tu vas retrouver normalement tous tes clients. Une grande partie des accompagnants. Des accompagnés, pardon. Oui, alors... ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi au fil de l'eau en accompagnant des personnes, c'est que pour beaucoup on a un peu ce truc notamment pour ceux qui travaillent dans la qualité du travail, dans l'accompagnement, c'est des personnes qui ont vécu
quand même, pour la plupart, des problématiques de quête de sens, de souffrance au travail, de mal-être, et qui ont envie justement d'éviter ça, de faire éviter ça auprès des personnes qu'elles accompagnent. Oui, mais il y en a beaucoup. Enfin, je pense que la plupart vont trouver un réalignement ou une reconversion en changeant de métier radicalement, mais alors pas en se positionnant. Non, mais heureusement que ouais. Mais je disais ça parce que à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir pas mal de de personnes. Enfin, je rencontre énormément de coachs, de facilitateurs et c'est super parce que il y a un énorme enjeu justement de transformer le monde et on a besoin de toutes ces personnes. Mais c'est juste que parfois moi je l'ai fait, donc en fait je peux pas je peux pas jeter la pierre. C'est juste que j'ai ce questionnement de finalement de bien faire attention à entre nous ce qu'on a vécu, ce qu'on a envie d'apporter au monde et ce qui nous éclate. De voir en fait c'est quoi l'alignement et qu'on peut pas tous devenir coach si on a vécu une problématique en fait, de humaine. Ouais. Mais toi, en tout cas, voilà, ça c'était. Ouais, en même temps, c'est mon chemin. Cela dit, j'ai jamais voulu être coach ou me former au coaching. Et d'ailleurs, moi, je pense que je te vois pas coach. Ah, trop marrant. Je te vois, c'est pas ma perception. Ok, d'accord. C'est drôle. Tu me dis ça comme ça par rapport à. Eh ben, pour moi, c'est pas du coaching. D'un point de vue extérieur, ICO, c'était pas du coaching. Non, c'est pas du coaching. Il peut y en avoir, mais en tout cas, c'est bien ce que voilà. Ouais. Oui, non, mais je t'ai pas collé cette étiquette. Non, mais en tout cas, moi, je bosse avec des coachs et je me fais coacher. Enfin, du coup, je suis une fervente. Enfin, oui, je trouve ça super qu'il y a plein de coachs. C'est juste c'est un petit warning sur. Et du coup, moi, je pense que je me suis toujours vue, même si au démarrage, je l'ai fait, j'ai accompagné, comme plutôt une fédératrice, coordinatrice, toi, chapeauter, un peu le capitaine du navire. T'es la porte d'entrée aussi. Et après, il y a justement tout ce que tu as construit. Je suis la porte d'entrée, je suis pas la seule porte d'entrée. Et je trouve ça aussi chouette que, en tout cas, j'ai une équipe derrière moi, avec moi. Vous êtes combien donc maintenant ? On est 8. Et donc, ICO, c'est quoi en 2023 ? Donc 5 ans plus tard. Oui, en plus, on n'a pas vraiment encore fêté nos 5 ans officiellement, mais. ICO en 2023, et ben justement, j'ai une réunion d'équipe vendredi et j'ai bossé sur le bilan 2022 et la vision, le cap 2023. Il se trouve que je digresse, mais il se trouve que je suis enceinte. Et du coup, la vision 2023, elle va se faire aussi sans moi. Et c'est pour ça que je dis, j'ai une équipe avec moi, c'est que c'est ça que je trouve super chouette avec l'entrepreneuriat et ma vision du collectif. Qu'on a aussi, c'est que je ne suis pas la porte d'entrée et je ne veux pas être la porte d'entrée unique. Et du coup, pour te répondre, ici au 2023, c'est notre raison d'être déjà, c'est activer des carrières épanouissantes et engagées au service d'un monde plus durable. Ok. Et une fois qu'on a dit ça, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui nous définit. Les mots sont déjà posés. Mais pragmatiquement, concrètement, on accompagne les particuliers. Donc, via un bilan de compétences collectif, expérientiel et à impact positif. Ouais. Donc, toutes ces personnes en quête de sens qui ont envie de se positionner, se questionner sur l'intérêt général, la transition écologique, sociale, sociétale, l'économie sociale et solidaire. Donc le bilan. Et les entreprises, les organisations qui ont des enjeux d'engagement, de motivation, de sens au travail, et aussi qui ont envie de se positionner sur la transformation de leur structure, autant en termes d'engagement RSE, de collaboration d'équipe. En tout cas, vraiment, on fait ce trait d'union entre le bien-être au travail et l'engagement sociétal. Et donc, on accompagne le top management, les dirigeants et les collaborateurs à travers des formations, des ateliers, des conférences sur tous ces sujets. Et est-ce que il est arrivé déjà que des particuliers qui
qui embarquent pour un bilan de compétences rejoignent une entreprise qui a été réalignée ou en tout cas dans laquelle vous êtes intervenu? Je crois pas. Non. Je fais pas ce lien forcément. Enfin, il y a pas de. C'est intéressant ta question, mais il y a pas de pont qui se fait directement dans ce sens-là. Après, dans l'autre sens, des personnes qui ont fait le bilan et qui sont dans une boîte et qui peuvent y rester parce que tous ne partent pas. Ok. C'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, peut-être que tu peux être pas bien dans ton job ou c'est pas pas te au sentir bon utile. endroit dans la boîte. C'est ça, ou en fait, t'as un truc à régler avec toi-même et tes envies, et en fait, tu peux être aussi... L'idée, c'est de développer l'empowerment. Donc, à un moment donné, t'autoriser à proposer des choses, et il y en a qui peuvent avoir une casquette RSE aussi, en plus de leur mission, ou bouger. Mais bref, dans l'autre sens... on n'a pas spécialement... Non, mais tu vois... C'était quelque chose qui m'est venu. Il n'y a pas de ponts encore qui se font, mais c'est intéressant. Et donc, ça représente combien de personnes chaque année en 2022? Là, il y a combien de particuliers et combien d'entreprises que vous avez accompagnées? Alors, du coup, j'étais sur les chiffres hier soir, mais comme j'ai pas trop les neurones en phase sur ça, pour les entreprises, je sais te répondre, donc c'est plus de 40 interventions cette année. Sachant que voilà, on a commencé par le bilan, donc on est d'abord reconnu sur l'accompagnement des particuliers. Et ça fait depuis 2019 qu'on accompagne les entreprises, mais là on l'affirme depuis 2022 en objectif vraiment et pas que à l'opportunité. Okay. Et en 2023, ça va vraiment être un focus. Et du coup, c'est compliqué quand on a une entreprise justement de s'adresser et aux particuliers et aux entreprises. Comment vous communiquez, comment vous adressez, comment vous trouvez ces personnes qui sont justement dans cette recherche-là, parce que les particuliers et les entreprises, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes canaux. Exactement. Alors oui, et à la fois à voir, parce que on est quand même, ça reste des êtres humains dans les deux cas. Non, mais en fait, nous, on a quand même un socle commun entre les deux activités. C'est la quête de sens et l'engagement sociétal. Donc, les particuliers, c'est le bilan, mais les entreprises, c'est aussi sens, motivation et engagement. Donc, il y a des univers qui se rejoignent, des partenaires, des personnes qui vont être dans les deux dans les deux cas. Après en termes, c'est pas évident de communiquer avec une double cible B2C et B2B, c'est clair. Nous, c'est une question qu'on se repose assez régulièrement avec la team com. Après après c'est aussi une question de priorisation en termes d'action, parce que jusqu'à maintenant on a beaucoup priorisé le B2C, et comme justement la vision 2023 c'est aussi d'être bien B2B. Développé au niveau B2B, en termes d'action on va choisir peut-être de faire plus d'action de com côté ou partenarial ou autre côté B2B, mais tout en gardant forcément notre activité de cœur. C'est ça. Donc c'est. Et qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a été mis en place du coup pour les B2C là pour l'instant en particulier? Alors. On vient de faire notre bilan de com, donc je peux te répondre. J'en profite. Non, mais en tout cas, et je salue le super boulot qui a été fait, d'ailleurs, par ma super équipe com, mais en gros, nous, on a toujours eu ce parti pris, comme c'est de l'humain, de proposer des événements. Faire rencontrer les gens, les sensibiliser, leur faire aussi vivre des expériences et leur faire toucher du doigt ce qu'on peut leur apporter en termes d'approche collective d'échange, expérientielle, etc. Donc, on fait beaucoup d'événements. On a commencé par beaucoup de présentiel, et avant Covid, ça cartonnait. Autant te dire que, comme beaucoup, nous sommes passés au distanciel puisque le présentiel ne marchait plus. Et tu vois, cette semaine, j'ai animé une table ronde sur les slashers. Oui. Donc, ces personnes qui combinent plusieurs activités, et il y avait plus de 100 inscrits. Donc, le distanciel marche bien. Et vous faites des webinaires.
c'est ça. Je dis webinaire. Des webconf, Ouais, oui, c'est des événements en ligne. Des événements en ligne. Des ateliers. Alors, c'est soit des ateliers, soit des conférences. Il y a un peu les deux. Et c'est le soir? Ça peut être le midi. Ça peut être le midi. Comme le soir, ça dépend. Okay. C'est variable. Mais en gros, on a des événements aussi bien sur des thématiques, toujours transition pro, transition sociétale, écologique. Et après, on a un atelier un peu qui est plus en lien avec notre bilan, qui s'appelle les 7 étapes pour réussir sa transition pro impact, qui reprend nos 7 étapes, nous, d'ateliers, où on leur donne des tips, on les fait réfléchir, etc. Et après, on parle du parcours dans les grandes lignes à la fin. Donc, en tout cas, événementiel. Après, les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, quoi, les recettes de plusieurs canaux, les partenariats avec qui on est référencé. Et après... Et c'est quoi, par exemple, les partenariats? Par exemple, Jobs That Make Sense. Je sais pas si tu connais, une plateforme de job board où on est partenaire depuis... On met quelques annonces de temps en temps. D'accord, ok. Voilà. Et après, c'est vrai que pour cette année, ce que je me dis, c'est dans les objectifs, j'ai posé en fait plus de digital parce que je me rends compte que les événements, ça prend beaucoup de temps. C'est top, moi j'adore parce que ça me fait rencontrer plein de gens, ça m'inspire. J'adore en fait ce côté réseau de rencontres, etc. Mais je me rends compte que oui, c'est beaucoup d'énergie et je me dis à l'ère 2023, ce serait bien qu'on se structure plus au niveau digital. Parce que c'est à chaque fois, c'est toi qui les anime ou ça peut être d'autres personnes? Pas que, mais principalement. Après, comme c'est quelque chose que tu aimes bien. Mais ouais, pas que. Et là, je te parle que du B2C parce qu'on fait aussi des événements B2B, mais ouais, du coup, le digital, je pense, fera partie. Ok. Et dans l'équipe, du coup, il y a quelle casquette? Il y a plein de casquettes. Tu t'es entouré de quelle? Il y a plein de casquettes. Alors, t'as dit com. Ouais, j'ai mais com. En premier, t'as fait comment pour recruter les premières personnes? Alors, c'est drôle aussi parce que je suis en train de préparer une conf. On arrive à un moment clé aujourd'hui qui, par rapport aux questions que tu me poses, qui convergent, quoi. Je prépare une conf qui aura lieu donc pendant la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe sur le oser travailler autrement et les clés pour créer un collectif d'indépendants engagés. Ok. Donc, si je te dis ça, c'est que j'ai une structuration qui est atypique, à mon sens, parce que je connais pas énormément de structures qui fonctionnent comme ça. À savoir, moi, je bosse avec des freelances. Ouais, nous aussi. Ok, cool. Intéressé d'en parler avec toi. Ouais. Mais de manière très... c'est pas juste à la mission. Pour moi, c'est vraiment une vision de long terme. Long terme, ouais. Avec des missions fixes, des missions variables. Et d'avoir des rituels d'équipe. Tu vois, vendredi, on prend une galette et je fais... Voilà. Et donc, alors ta question initiale, c'était... Donc déjà, comment recruter? Donc pas en salariat, mais donc vraiment un peu plus... Comment ça s'est passé? Et en fait, ça, j'ai fait ça... à chaque fois, c'est vrai que je me pose la question, mais pourquoi tu fonctionnes comme ça? En fait, ça part de moi, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt indépendante, autonome. J'ai pas envie de rendre des comptes. J'aime bien bosser seule et à la fois j'avance pas sans être à plusieurs. J'ai besoin d'une équipe, de vivre quelque chose de commun et à la fois j'ai besoin de ma liberté. C'est voilà. Et puis ça s'est fait un peu au gré des rencontres parce que j'ai commencé avec Anne-Sophie en tant que coach et puis Laetitia en com parce que voilà, on était amies, elle m'a filé un coup de main et puis finalement c'est devenu quelque chose de régulier. Et puis après, j'ai commencé à recruter des coachs pour animer les bilans parce que ça faisait trop pour moi et puis j'avais envie au bout d'un moment d'être sur d'autres sujets. Et puis après, je me suis dit mais faudrait qu'on bosse sur notre stratégie de contenu. Donc là, j'ai contacté Esther qui avait fait le bilan. Donc en plus, ça faisait hyper sens. Et puis après, il y a eu des départs il y a eu un départ. Et donc c'est là où Hélène a pris le relais de Laetitia en com. Et on a eu une alternante en com aussi. Et du coup une autre personne qui va commencer à travailler, là c'est tout frais, sur la stratégie de contenu B2B. Et j'ai trop hâte.
Et la dernière recrue, et là, c'est trop chouette, c'est Nayeli qui nous rejoint. Alors, sur le nom de l'annonce, c'était Impact Business Développeuse. Mais on s'est dit que c'était bien de changer de mot après, parce que business développeur, ça fait pas très... Enfin, ça peut faire un peu peur. Mais en tout cas, Nayeli qui va prendre déjà mon relais sur le développement commercial d'ICO pendant mon congé maths. Et l'idée, c'est qu'elle reste après. Et du coup, ça s'est fait, voilà, comme ça. Donc, il y a eu quelques fois où des personnes qui étaient en bilan se sont positionnées et se sont réalignées sur une activité un peu plus indépendante. Dans l'équipe? Ouais. Ah bah, il y a 2 personnes qui ont fait le bilan, ouais. Ouais. Et qui étaient salariées avant et qui aujourd'hui sont indépendantes, freelance. Il y en a une qui était salariée, l'autre qui était en transition, qui avait quitté son poste. Ouais. Ouais, donc ça peut être aussi du coup un bon levier pour recruter et du coup trouver un job. Et tu dirais que chacun ils ont entre c'est un mi-temps avec ICO. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Certains. Ceux qui ont une mission fixe, la com et le développement commercial, oui. Et les coachs, c'est plus en gros, on programme à l'année le nombre de bilans. J'affecte, avec eux, on se dit qui anime. Et puis après, les interventions en entreprise. Donc, il y a ces 2 personnes-là, donc David et Anne-Catherine. Et après, il y a un réseau d'intervenants avec lequel je bosse selon, si c'est pas Lyon, si c'est, bref, mais que je considère pas faire partie du crew. Oui. Parce que là, c'est vraiment les personnes qui sont là, Donc là, tout le monde est basé à Lyon. Ouais. Et tu arrives à tous les voir une fois par semaine? Ça fait partie de un peu des clés justement pour moi. Alors ça va dépendre bien sûr des fonctions. Pour la com, on se fait des rituels toutes les semaines. Le lundi, on se fait une réunion en visio hebdo. Le lundi pour définir un peu, déjà refaire le point sur les actions réalisées, la semaine d'avant, ce qui a fonctionné, moins fonctionné, et puis moi leur donner de la visibilité côté commercial et partenariat, etc. Et définir un peu les actions de la semaine, répartition entre les personnes, et le lendemain on se voit parce que c'est important de se voir aussi. C'est drôle. En tout cas pour moi, j'ai besoin de voir les personnes. Le lundi visio et le mardi en fait c'est que le mardi on se voit une demi-journée l'après-midi pour traiter les sujets de fond. Donc ça peut être changement de page sur le site, développement d'un freebie, préparation d'un événement, j'en sais rien. Et ce qui, là je digresse, mais ce qui encore une fois est aussi facteur de cette organisation, pourquoi je l'ai choisi aussi et que ça va aux personnes avec qui je bosse, parce que c'est aussi ça. Oui. C'est que on aime bien être jamais au même endroit. Tu vois là t'es donc il y a quelques tiers-lieux de ICO, mais moi j'y suis la moitié du temps. Parfois je suis dans des cafés, parfois je suis ailleurs que Lyon, où j'ai des interventions, j'ai des rendez-vous, et donc moi c'est un truc que j'adore, c'est l'anti-routine et en même temps un QG, et en même temps un QG, exactement. Très très important. Je vois bien, et on a plusieurs points communs sur quel teasing sur l'orga. Super. Et donc sur le future of work, si on fait un petit moment vertical là-dessus, qu'est-ce que tu vois en fait qui va se passer ou qui est en train de se passer? Il y a eu un gros chamboulement avec le Covid, ça a remis, ou ça a en tout cas montré qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités d'organisation. Ça a peut-être chamboulé quelques personnes en plus par rapport à ce qui était déjà en train de se mettre en place, de se passer. Quel est un petit peu quelles seraient les clés un petit peu des organisations pour que ce soit un peu plus serein, un peu plus positif de venir chez elles?
à l'avenir? Tu veux dire, qu'est-ce qu'elles devraient mettre en place si elles ne le font pas pour attirer davantage les... Et pour créer un peu moins de flou et d'ennui et de démission? Donc, d'une certaine manière, si je comprends la question, c'est répondre aux besoins, aux attentes des personnes en 2023 qui ne sont pas les mêmes. Enfin, et puis avec le Covid, ça a aussi bouleversé nos modes de travail. En fait, je pense que il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types d'entreprises. Alors d'entreprises, mais ce que j'allais dire, mais je pense qu'il y a des stades d'avancement différents et de réflexion, et que ça tient quand même toujours à la personne qui est là-haut. Entre un TPE et un grand groupe, il y a des choses différentes, c'est sûr. Alors, je dis ça tient toujours, ou presque, mais c'est vrai que typiquement, on a accompagné une structure qui est vachement désilotée, où du coup, c'est une équipe qu'on a accompagnée, une seule, et pas un service, je sais pas, marketing, où il y a 35, 40 personnes. C'était une équipe de 15 personnes, et pas tout le groupe. Et parce que le manager avait une marge de latitude sur son fonctionnement d'équipe. Okay. Mais c'est vrai que quand même, ça reste, je pense, encore un peu à la marge d'avoir ce fonctionnement-là, donc je vais pas forcément prendre ce cas-là. Ce que je peux peut-être te partager, c'est un peu l'observation. Et après, les clés, je pense, en découler, mais encore une fois, moi, c'est pareil, je défriche, en fait, donc je trouve que c'est passionnant, et du coup, c'est en perpétuel mouvement, et c'est vivant. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs stades d'avancement côté, organisation, parce que c'est pas que les entreprises, il y a des associations, des fondations, des structures. Et aussi selon les secteurs d'activité. Oui. Si c'est si c'est des secteurs conventionnés, cadrés, c'est peut-être par exemple, tu vois, t'as l'éducation nationale, qui est, je veux dire, c'est assez cadré. T'as des boîtes, en fait, qui ont des sites de production. Donc, en fait, il y a des contraintes des 3-8, etc. Si on parle des entreprises peut-être orientées services, c'est ça. Où là, ce serait peut-être plus souple, et les personnes ont été habituées à du télétravail et c'était possible. Enfin, les profs aussi, d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'on peut observer du coup là-dessus? Ouais. Je pense qu'il y a de tout, mais c'est quand même en marche. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de RH, DRH, de managers qui se questionnent, de fait, parce que les équipes partent, en fait, ou les équipes sont démotivées, les équipes en ont marre, sont lessivées, sont épuisées. Il y a une grosse souffrance, en fait. Ça, je te l'apprends pas, et tout le monde le vit, si c'est pas nous, parce que moi, je suis pas du tout en souffrance, au contraire, je kiffe mon job. Mais j'ai réussi à me faire licencier, donc tu vois. Ouais, mais... C'était un choc, mais évidemment un très beau cadeau. Et du coup, il y a une grosse souffrance au travail, et en fait, les entreprises ne peuvent que essayer de justement pallier, combler la brèche. Le problème que j'observe, c'est que parfois, il y a des entreprises qui vont se dire, on va faire et ça peut être un début, en fait. On va proposer des actions ponctuelles de sensibilisation, mais pas forcément traiter le sujet de fond. Qui est pour moi la clé de la connaissance de soi, le fonctionnement ensemble, du mieux vivre, mieux collaborer ensemble, et jusqu'à empower les gens. Et après, de fait, c'est très subjectif, mais le lien avec le monde de demain, en fait, parce que Future of Work, c'est aussi Future of Planet. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment les deux. Life. Ouais, mais je sais pas si je réponds à ta question clairement, mais s'il fallait des clés, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comprendre que si on mobilise un peu de temps auprès des collaborateurs, déjà côté hiérarchie, de se dire quelle vision j'ai pour mon entreprise, comment je réfléchis par rapport à l'entreprise que j'ai envie de
de faire évoluer et avec la société questionner sur les enjeux, parce que en fait les entreprises qui se questionnent pas, elles mourront en fait, elles n'existeront plus dans quelques années. Et comment j'impulse ça aussi en interne pour que ça soit aussi collaboratif et que moi c'est ce que j'essaie d'appliquer. Alors c'est pas comparable parce que moi je suis dans une petite structure, j'ai choisi les gens avec qui je bosse et ils ont choisi de bosser aussi sur le projet. Et si à un moment plus personne n'est en accord, c'est très simple d'arrêter. C'est très simple. Bah, c'est pas plus simple ou plus compliqué qu'une entreprise parce qu'on a des contrats de collaboration. Donc, pour moi, c'est bon. C'est aussi une façon de sécuriser les personnes. Oui, mais comme tu ne les emploies pas à 100% de leur temps. Ouais. Et je sais pas si Elles peuvent pas quitter du jour au lendemain, en fait. D'accord. Parce qu'on a un contrat, mais qui est dans les deux sens. Mais je peux pas leur dire allez, salut. Non. C'est pas ma vision de la collaboration. Et donc sur combien de temps en combien de temps elle peut... Un mois. Un mois, ok. Ce qui peut être aussi une rupture de contrat. Bon, c'est juste 3 mois, mais bon, après... Mais c'est très bien, ok. Mais ouais, en tout cas, pour revenir à la question initiale que je trouve hyper intéressante à défricher, et c'est ce que je fais au quotidien, c'est comment... On fera plusieurs épisodes. Ouais, c'est vrai, c'est une question de fond en soi. Encore une fois, moi, je me retrouve face à soit des décideurs qui sont convaincus, et c'est là où ça marche. Mais quand même, la plupart, c'est pas des décideurs. Et du coup, t'as beau parler avec des personnes qui sont convaincues, il faut que le décideur soit convaincu pour vraiment impulser ça en entreprise. Vraiment donner les moyens, le temps, libérer du temps, libérer des ressources. Quand je dis ça, c'est accompagner le changement, en fait. Et se donner les moyens, aussi bien, comme tu dis, en temps, en énergie, en financier. Et après, selon la taille aussi de l'entreprise, c'est plus ou moins agile. C'est sûr que 450 collabs, c'est pas pareil que, oui, c'est sûr, que là, l'équipe de 6 sur lequel... Quelle est, dernière question sur l'aventure ICO, quel a été le plus compliqué à gérer sur les 5 dernières années? Les auditeurs ne voient pas mes yeux ronds. Le plus compliqué à gérer, waouh. Je crois que globalement, je sais pas si c'est, je dirais que c'est le point un peu, le pain point, le point de douleur qu'on essaye de toute façon 2023 qui n'existera plus théoriquement dans la vision, mais c'est la stabilité économique plus certaine. Moi j'y suis toujours allée avec en tout cas dans l'aventure depuis 5 ans avec confiance, expérimentation, en mesurant les risques et en prenant des bouées de sauvetage si besoin. Il y a eu des hauts et des bas mais en fait, à un moment donné, est-ce que je pars devenir salarié parce que ça me prend la tête de gérer ça, ou de me dire est-ce que ça va marcher. C'est jamais certain. Mais en fait, là, quand je vois les chiffres, je me dis bon, on n'y est pas encore là où on voudrait être. Mais c'est pas loin. Et en fait, on est tellement, je trouve, dans une temporalité maintenant où, c'est des questions qui sont actuelles. C'est juste qu'on est peut-être un peu pionnier en entreprise sur le fait d'associer les deux, la QVT et l'engagement sociétal. Oui, ouais, mais là, tu vois, c'est pas les mêmes interlocuteurs. T'as des RH, des RSE, et du coup, voilà, c'est toujours. Mais en tout cas, côté bilan de compétences, post-Covid, ça va, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se positionner sur ces sujets. Bref, pour répondre à ta question, je dirais que le pain point, c'est ça, c'est que on soit dans une stabilité économique qui nous permette aussi d'avoir des projets un peu foufou. En plus loin, plus haut. Ouais, mais je vais même au-delà de ça, c'est on a une vision de ce qu'on veut faire et on est tous trop motivés pour ça et on met en place d'une certaine manière progressivement. Et à côté, je me dis mais il y a plein d'autres choses si on avait un peu plus le temps et moins cette pression.
Ouais, ce cette pression besoin, faut quand même, financièrement, mois après mois. remplir les objectifs, machin, truc, tac, tac. Ouais, quand je te dis projet un peu foufou, c'est peut-être s'autoriser à se dire, ah, mais si on faisait, un événement où on faisait rencontrer, nos deux publics, et je pense qu'on va le faire parce que force de le dire, mais c'est juste que voilà, en Mais, termes de temps, on priorise toujours voilà. Temps et budget, ouais. Aussi. Donc si voilà, côté business model, on avait plus de marge de latitude, peut-être que je pourrais Et c'est là où je recruter d'autres personnes et faire d'autres projets. Je comprends ton questionnement au début de dire j'ai peut-être pas besoin de partir sur une page blanche, parce que dans ce cas-là, quand il y a quelque chose qui est déjà lancé, si tu le réalignes, t'as quand même les ressources et les moyens du bateau qui est déjà à flot, quoi. Alors que là, tu as créé, et donc le bateau, il faut le construire, il faut le mettre à l'eau, il faut aller, il faut sortir de la rate, il faut sortir du bassin, il faut sortir, et puis là, t'as envie là T'habites en Bretagne maintenant, c'est ça? C'est ça. T'as envie d'aller dans le grand large, et il faut que tu sois sûr, quoi. Il faut que tu sois un peu plus prête, c'est ça. Ouais, et je trouve ça sain aussi de se dire que mais c'est étape par étape. C'est une aventure humaine, mais c'est une aventure avant tout, et que il y a des startup nation qui au bout d'un an font des levées de fonds, machin truc, et peut-être dans 2 ans ils existent plus. Après, voilà. n'existent plus. Il y en a qui cartonnent parce que voilà. Après, nous, c'est vrai que on est sur un secteur qui est quand même concurrentiel. Et on a une petite équipe, et c'est la vision, hein. Ouais, qui est différente. Donc ouais, je trouve ça sain de se rappeler le chemin parcouru, célébrer quand même, c'est ce qu'on va faire vendredi. Dire cette année on a quand même fait plein de trucs, on a galéré sur plein de trucs, mais on a fait aussi plein de trucs, et ça évolue, et ouais, j'ai toujours envie que ça aille plus vite, quoi, mais bon, c'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire j'ai la niaque pour amener le bateau encore plus loin. On fera un second épisode du coup dans 1 an. Carrément. J'adorerais, vraiment, rendez-vous pris. Et merci de nous avoir embarqués dans cette aventure. 3 petites questions avant de clôturer l'épisode. Si tu avais l'occasion de boire un café avec la personne de ton choix, encore présente sur Terre ou pas, qui choisirais-tu? J'ai jamais su répondre à ce genre de questions. Tu sais, c'est comme les portraits chinois. Tu peux en prendre plusieurs. Non, mais attends, je prends l'exercice. Ouais. Je réfléchis. Je peux réfléchir? Ah oui. Ok. je me laisse 2 minutes pour... En fait, c'est pas évident, là, comme ça, parce que je suis plutôt du genre à y aller. Enfin, tu vois, si j'ai envie de... si t'as envie, en fait, tu le fais. Je contacte. Et à la limite, la frustration que je peux avoir là, c'est pour les 5 ans d'ICO. Attention, message, si tu m'entends. J'ai sollicité Karim Duval, je sais pas si tu connais, qui est un humoriste lyonnais, et qui intervient sur le sujet de la génération Y, qui en même temps qui, je sais, est engagé par ailleurs. Et t'as pas répondu. Il m'a pas répondu, mais je pense qu'il est surbooké. Sursollicité. Et je me dis, ça pourrait être chouette quand même pour les 5 ans d'ICO, qu'on fasse un truc ensemble. Mais au-delà de ça, en fait, c'est quelqu'un avec qui je me dis, ça pourrait être trop intéressant de discuter, parce que on est sur les mêmes sujets, et lui, justement, il intervient aussi bien en entreprise qu'avec un public. Okay. Et la dimension humoristique, donc, si j'avais envie de prendre un café avec quelqu'un, je pense que en ce moment, je le contacte sur LinkedIn. Et sinon, s'il me répond pas, ce serait Karim. Karim, si tu m'entends, je t'en veux pas. Ok. Si tu avais une ressource à nous partager, ça peut être un livre, un film, un doc, une série, une expo, qu'est-ce que tu aurais envie d'offrir et de partager là à tout le monde?
Alors, je fais une réponse de, je sais pas, c'est pas la réponse de Normand, mais je sais pas quelle région faudrait coller. C'est un livre que je vais lire, Ouais. mais qui je pense enfin bon, si je le recommande, Tu l'as déjà parce que- validé. c'est ça. Non, mais c'est un livre sur l'éco-anxiété de Charline Schmerber, qui est plutôt orienté ressources, solutions. Ouais. Et du coup, c'est une personne avec qui on va organiser un webinaire sur l'éco-anxiété et le travail. En gros, est-ce que le travail, l'engagement au travail peut être un levier contre l'éco-anxiété? Ouais. Et elle a bossé sur le sujet puisqu'elle est psychothérapeute. Et du coup, On j'ai relie hâte les de le points lire. Et avec, voilà. avec le début. Génial. Dernière question. À qui tends-tu ce micro que l'on est venu t'inviter, auquel on est venu t'inviter qui aimerais-tu qu'on invite de ta part? Waouh. Bah, Belle aventure humaine. Ouais. Bah, je vais aller assez. Je vais faire simple par rapport à ma journée parce que j'ai l'impression de tellement vivre 1000 vies dans une journée, donc je vais tout de suite penser à ce que Plus j'ai simple. vu et voilà, faire simple. Simon de Osons ici maintenant qui a développé donc l'antenne lyonnaise de Osons ici maintenant et qui est d'une certaine manière entrepreneur et à la fois qui est je trouve quelqu'un d'inspirant aussi bien dans la façon d'être que de faire et dans son engagement, donc voilà. Génial. Avec plaisir, on veut bien le contact et si on peut aller le saluer tout à l'heure, nickel. Un grand merci Perrine. Et merci Yael longue pour vie ta proposition. à ICO. Merci.